bonjour à tous, rebonjour, merci d'être là. Les arrivants futurs pourront se connecter automatiquement. Je vais commencer à partager mon écran. Bonjour à Faustine Fleuret qui se présentera tout à l'heure, mais qui représente l'Association pour le développement des actifs numériques, que je remercie de nous consacrer une heure sur ce sujet intrigant, ce sujet méconnu, peut-être intrigant parce qu'il est méconnu. On va voir tout à l'heure. Ce que je souhaite, en tout cas, pour vous tous qui êtes là, c'est qu'à l'issue de cette heure d'information générale, vous en sachiez un petit peu plus sur les cryptos, savoir si vous voulez vous lancer. Voilà, on va voir tout ça avec Faustine tout à l'heure. Je me permets de parler un petit peu de Courtantia avant, euh, si j'y arrive, partager l'écran. Allez, on y va. Je pense que vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon. Oui. OK, super. Donc voilà, la première diapo sur ce webinaire consacré au Web 3. Donc moi, je fais partie des gens qui se connaissaient le web. Je ne savais pas qu'il y avait un Web 2 et maintenant un Web 3. Les blockchains, les cryptos, les Ethereum, les bitcoins, évidemment. Faustine Fleuret va nous parler de tout ça dans un instant. Deux mots sur Courtantia. Ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons été agréés tardivement, puisque notre agrément par l'autorité de contrôle remonte au 8 décembre dernier, 8 décembre 2023. Donc, on est encore en plein lancement, alors que les autres associations, comme vous le savez, avaient fait l'objet d'un agrément par la CPR le 22 mars 2022. Donc, on a un an et demi de retard, mais qu'on rattrape à vitesse grand V, avec un taux de satisfaction des gens qui nous ont rejoints qui est extrêmement élevé. Donc, on est satisfait. Pourquoi une nouvelle association? Il y en avait déjà six ou sept, puisque votre asso n'est agréé que pour l'assurance. Ben, parce que vous me l'avez demandé, en quelque sorte. Vous n'étiez les uns et les autres pas satisfaits de l'offre existante de la part des autres associations, pas tant sur le côté réglementaire, puisque là, on obéit au texte, on obéit au décret, donc on a tous les mêmes missions, mais plus sur l'autre volet que je considère comme au moins aussi important que le volet réglementaire, c'est le volet accompagnement. On a cette mission réglementaire de vérification, on va y revenir, mais une mission d'accompagnement qui me semble importante également aujourd'hui, vu la complexité des textes, vu la complexité du métier, c'est important d'avoir un partenaire qui va pouvoir vous accompagner. Et Courtantia fonctionne comme une association loi 1901, donc avec un conseil d'administration qui est présidé par Vincent Saada de Crédit Pro, que vous connaissez peut-être. Euh, 11 administrateurs l'entourent, des courtiers en assurance, des courtiers en crédit, et puis des commissions de discipline, parce que qui dit réglementation dit possibilité de l'enfreindre, donc dit possibilité de sanction. Donc, deux présidentes des commissions de discipline, qui sont Katarzyna Ockrell, que vous connaissez peut-être, qui est avocat spécialisé en droit bancaire, qui travaille notamment avec Laurent Denis, et Latifa Essadouni, qui est une juriste spécialisée dans les assurances, qui, elle, est présidente de la commission de discipline de l'assurance. Moi, ben voilà, hein, j'ai été courtier pendant 20 ans, j'étais dans le monde associatif depuis 2008. Donc, je connais bien le métier, je connais bien le monde associatif, le besoin que vous avez sur le terrain d'avoir quelqu'un qui peut répondre à vos questions rapidement pour 95% d'entre elles, vous fournir des documents, des informations. Et Sabine, qui est là, qui était secrétaire de la FIB de 2008 à 2022, qui nous a rejoint avec les trois missions: partager, accompagner, sécuriser. C'est un peu comme le pas du secouriste, pour ceux qui ont leur diplôme de secouriste. Partager nos valeurs, partager des informations, comme aujourd'hui. Vous accompagner au quotidien et puis sécuriser votre activité parce que on va vous fournir de l'information réglementaire, on va vous permettre d'exercer le plus légalement possible et donc d'éviter de vous mettre en infraction et donc éventuellement de recevoir des amendes de la part soit de la CPR, soit de l'association de consommateurs, soit de la DGCCRF via les DDPP, hein, les directions départementales de protection de la population. Bref, vous aider à exercer conformément aux règles. Sur les associations, les grandes missions, vous les avez ici, donc vérification des conditions d'accès.
C'est vrai qu'on se demandait à l'époque pourquoi créer des associations alors que l'ORIAS vérifie les conditions d'accès. Oui, mais du seul gérant, du seul représentant légal de la structure, en aucun cas des salariés. On vérifie tout ce qui est exigence professionnelle, donc les diplômes, l'ancienneté, les 40 heures, etc. On vérifie les RC Pro, on vérifie les formations. Alors, un petit focus sur les RC Pro et les formations. On a beaucoup de dossiers qu'on n'a pas pu valider immédiatement parce que les assurances RC Pro ne correspondaient pas au texte avec les couvertures minimum par sinistre ou par année d'assurance, donc 500 000 et 800 000 pour les IOB, et puis 1,5 million et 2 millions pour les IAS. Beaucoup de RC Pro qui couvraient des activités autres que celles-là. Je vous rappelle que pour exercer, il faut absolument avoir une RC Pro qui couvre l'activité d'intermédiaire en crédit ou en assurance. Là, je pense notamment à tous les MIA, les concessionnaires automobiles et les sociétés de pompes funèbres qui ont une RC Pro qui leur est propre sur leur principale activité, mais qui ne couvre en aucun cas les activités accessoires. Sur les formations, vaste sujet, 7 heures pour ceux qui font du prêt immobilier, des heures suffisantes pour ceux qui font de la conso ou du prêt pro. Et ma position chez Courtantia, c'est de dire que les gens qui font du regroupement de crédit, 7 heures, ça suffit. Ils n'ont pas besoin de faire 1 heure de plus en conso et 1 heure de plus en regroupement, dans la mesure, selon moi, où ce module de 7 heures inclut au moins 1 heure de pré-conso et de regroupement de crédit. On fait aussi des remontées statistiques à la CPR tous les ans, le 31 juillet. On doit remonter tout un tas de données concernant notre association, le nombre d'adhérents, l'aspect pécuniaire, hein, tout ce qui est bilan, compte de résultats, et puis le profil de nos adhérents, implantation géographique, activité exercée, etc., etc. Tout ça pour le 31 juillet. On doit également vous fournir des informations relatives aux difficultés que les uns ou les autres pourraient rencontrer sur le terrain. Et là, on doit les partager avec vous de manière à vous aider à ne pas tomber dans tel ou tel écueil. Les commissions de discipline, on en a parlé. Possibilité de sortir d'une association, bon, ça va sans dire, soit si vous arrêtez l'activité, si vous n'avez pas commencé l'exercice dans les mois qui suivent le début, enfin l'immatriculation à l'ORIAS ou en tout cas l'adhésion à Courtantia. Un petit focus sur les webinaires que nous avons ou que nous allons organiser. Vous les avez sous les yeux. Je vous précise que sur le site Internet, vous retrouvez dans l'onglet webinaire ce tableau avec d'une part les vidéos, les enregistrements des webinaires qui ont été présentés et les dates et bientôt donc les liens des prochains webinaires. On ne s'arrêtera pas le 5 juillet hein, sur la formation. Vous voyez qu'il y a il y a du développement, il y a du devoir de conseil. On va faire un webinaire également en septembre sur la RC Pro qui pourra vous surprendre au même titre que celui du 5 juillet d'ailleurs sur les formations. Connectez-vous. Vous êtes nombreux à penser que les formations, ça ne sert à rien. On a des petites surprises pour vous, donc connectez-vous. Olivier qui est là animera avec Sylvie Lamourou ces webinaires. On va vous faire un petit quiz pour vous montrer qu'il y a quand même des trucs que vous ne connaissez pas forcément. Bon, ça sera un jeu, on va essayer d'être ludique, mais tout en étant informatif et réglementaire. Alors, rejoindre Courtantia, ça me faire plaisir déjà. Ça serait sympa. On se donne du mal pour vous, puisqu'en plus du côté réglementaire, voilà, on consacre du temps pour vous accompagner, vous donner de l'info. Tout ça, je vous l'ai dit, donc accroître la sécurité de votre activité, bénéficier d'apports informatifs, partager, rencontrer ses collègues dès qu'on sera en mesure d'organiser une convention, probablement à Paris. On le fera avec des sujets techniques, des intervenants extérieurs qui seront très sympas. J'espère pouvoir faire ça d'ici la fin de l'année. Suivez-nous sur LinkedIn, hein, on a beaucoup d'informations qui circulent. Un petit avis Google, c'est toujours sympa. N'hésitez pas et puis connectez-vous régulièrement sur le site courtantia.fr, sur la bibliothèque, sur les webinaires, j'en ai parlé. Allez chercher l'info. Ce que je souhaite, c'est que l'information descende de nous vers vous, mais qu'également vous puissiez nous remonter des informations qui pourraient être utiles pour l'ensemble de la profession. Vous avez en bas nos coordonnées, la mienne, celle de Sabine qui est connectée, mon portable. Et le numéro de téléphone fixe, c'est de la ligne sur Internet. Là encore, c'est de l'informatique, mais on est joignable facilement, pas 24 heures sur 24, mais voilà, on sait répondre rapidement à vos demandes.
Voilà pour ce qui me concerne. Je vais laisser à Faustine la possibilité de partager son écran. Arrêter le partage. Voilà. Faustine, je pense que tu peux prendre la main. Ok, merci beaucoup. Alors, j'avais pas prévu de slide. Je sais pas si c'est gênant. D'une part, parce que je souhaiterais orienter la discussion sur ce qui est le plus intéressant pour vous côté audience. Peut-être pour cela, commencer à jauger qui a jamais entendu parler du Web3 et ensuite aller sur les sujets qui vous intéressent le plus, sans problème pour vous fournir ensuite un peu de documentation indexée sur ce qui vous intéressera le plus, l'état du secteur, la réglementation, etc. Ça, on a pas mal de choses en stock. Mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas, je ne sais pas comment c'est habituellement, mais si ça doit être interactif, si vous avez des questions au fur et à mesure ou si vous souhaitez m'orienter sur certains sujets plutôt que d'autres, n'hésitez pas. La façon dont je pensais vous parler aujourd'hui du sujet, c'était d'abord revenir peut-être sur ce qu'est le Web3, parce qu'effectivement, quand on parle du Web3, on en vient se demander, et c'est ce que tu disais, Géraud, ah bah il y avait un Web2, et qu'est-ce que c'est, et vers quoi on se dirige. Donc c'est peut-être pas mal de commencer par le commencement, ensuite vous expliquer, et c'est le cœur de la mission de l'association, quel est le secteur derrière, quelles sont les entreprises, les nouvelles et puis les plus traditionnelles, qui construisent ce Web3, ces marchés de cryptoactifs. Et enfin, dans quel environnement réglementaire elles évoluent, puisqu'en général, il est très peu connu qu'il y a une réglementation française des marchés cryptoactifs depuis plusieurs années et qu'elle a inspiré la réglementation européenne qui se met en place d'ici la fin de l'année, et que cette vague réglementaire continue sur l'ensemble des cas d'usage que représente le Web3. Donc voilà pour la façon dont je souhaitais aborder le sujet. Mais peut-être pour commencer, c'est par là enfin, c'est comme ça que ça pourrait un peu m'orienter. Mais est-ce que parmi vous, certains n'ont jamais entendu parler de soit cryptoactifs, soit Web3, soit même blockchain? Web3, je ne connaissais pas. Blockchain, j'ai entendu parler. Cryptoactif aussi, puisque tu nous l'as présenté au CCSF l'année dernière. Mais je laisse les autres surtout. C'est interactif, hein, on n'est pas trop nombreux, Oui. donc n'hésitez pas à poser des questions par oral plutôt que par le chat. N'hésitez pas. Il faut vraiment que c'est ouvert, c'est là pour vous informer. Non, moi, c'est Nathalie, c'est pareil. Mon mari, il a placé sur des cryptos. Moi, c'est vrai que je m'en occupe pas perso, mais c'est lui qui est à fond. Bon, j'ai un fils qui travaille à Londres sur le sujet, donc on est un petit peu sensibilisé. Par contre, Web3, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Voilà. Et blockchain, oui, ça me parle, mais je ne sais pas plus. Alors, je sais que les cryptos, c'est des systèmes de construction, mais bon, après, je ne sais pas l'expliquer. Voilà. C'est pas trop concret pour moi, mais voilà. Mais autour de moi, il y a des gens qui s'intéressent au problème, en tout cas. On a entendu Sujet, parler. pas un problème, ça, c'est un sujet. Génial. Eh ben, écoutez, on peut commencer par la base et revenir sur tous ces mots, parce qu'effectivement, entre Web3, crypto, blockchain, du coup Web2, etc., ça peut être un petit peu nébuleux. Mais peut-être la meilleure façon pour commencer, c'est quand on va parler du Web3, on va souvent parler de l'économie et des cas d'usage. Et quand on parle des cryptoactifs et des technologies blockchain, en réalité, on parle des supports technologiques du développement de ces cas d'usage Web3. En fait, qu'est-ce que sont les blockchains? Ce sont des nouvelles technologies de registres distribués. Je ne suis pas sûre qu'aller beaucoup plus loin soit intéressant. Sur ces blockchains, depuis notamment l'avènement de Bitcoin en 2008, des cryptoactifs sont émis et sont échangés. Et le fait qu'ils soient émis et échangés sur ces blockchains, ça leur confère en fait des attributs particuliers dans l'univers numérique qu'il n'était pas possible d'avoir pour des actifs avant l'avènement de ces nouvelles technologies. Et c'est ça qui nous fait en fait basculer du Web 2 et du Web 3, vers le Web 3. Avant le Web 3, donc quand on était dans le Web 2 ou quand les blockchains et cryptoactifs n'existaient pas, qu'est-ce qu'il était possible de faire? Il était possible de lire de l'information sur Internet et il était possible d'en écrire. Donc c'est pour ça que le Web 2, en général, on parle d'Internet de l'information. Le passage vers le Web 3, avec l'avènement des technologies blockchain et des cryptoactifs, c'est parce qu'il y a une troisième dimension dans cet univers Internet qu'on a permis de rajouter, qui est la possession et le contrôle de ces informations, et donc aussi de cette valeur. Ce qui n'était pas possible de faire avant, c'était d'échanger de la valeur.
alors qu'on peut le faire grâce aux technologies blockchain, parce qu'aujourd'hui, quand vous échangez des cryptoactifs, quand vous échangez des bitcoins, par exemple, ou tout à l'heure, on parlait du XRP avant l'enregistrement, n'importe quel type de cryptoactif, donc une valeur émise et échangée sur les blockchains, si vous en envoyez, vous êtes sûr en tant que celui qui reçoit que la personne en face n'a plus cet actif qu'il va recevoir. Et vous, quand vous l'envoyez, eh ben, vous ne le détenez plus. Et ça, avant, dans le Web 2, mais en fait, ce n'était pas possible. Typiquement, quand vous envoyez par mail une pièce jointe, et ben, ce PDF, cette pièce jointe, vous avez beau l'envoyer, vous avez beau la transmettre, en fait, vous la conservez. Donc, tout ce qui était de valeur, tout ce qui était échange de valeur, ce n'était pas possible avant dans Web 2. Ou alors, il fallait passer, et c'est comme ça que ça se passe, par des systèmes, par exemple, pour échanger de la monnaie, il fallait passer par le système monétaire qui faisait ce lien dans l'univers numérique. Donc, le Web 3, en fait, c'est la possibilité nouvelle d'échanger, parce qu'on peut contrôler et avoir la vraie propriété de la valeur, d'échanger de ce Web 3 sans forcément l'intervention d'intermédiaires. Donc aujourd'hui, la nouvelle finance qui se construit grâce aux technologies blockchain, grâce au Web 3, c'est une finance qui peut être désintermédiée, au sens où cet échange de valeurs, de par exemple nouvelles monnaies ou d'instruments financiers qui vont être désormais émis et échangés sur des blockchains, c'est possible de le faire technologiquement parlant sans intermédiaire. Et puis vous avez, on y viendra, des nouveaux intermédiaires de marché de cryptoactifs qui vous permettent d'accéder à cet univers. Donc voilà, on a les technologies, donc les blockchains et les cryptoactifs qui sont émis sur ces blockchains. Et on a cette nouvelle économie numérique du Web 3 qui repose en fait sur ces fondamentaux technologiques. Et pourquoi on parle plus de Web 3 que de crypto? C'est parce que finalement, l'utilisation d'une technologie, bon, on peut en faire usage finalement dans n'importe quel type de segment économique. Donc, les premiers qui s'en sont saisis, ce sont les acteurs financiers pour le développement de cas d'usage financiers. C'est pour ça que souvent on connaît la crypto par voilà, les plateformes, l'échange, la conservation de cryptoactifs, l'investissement en cryptoactifs. Parce que là, voilà, les cryptoactifs sont ces actifs que l'on va conserver, que l'on va investir. Ils sont sur des blockchains, mais en réalité, vous pouvez avoir beaucoup d'autres cas d'usage qui ne sont pas financiers du moment où finalement vous utilisez ces technologies. Par exemple, vous avez de plus en plus d'usages dans le monde du jeu vidéo, où avant l'avènement des blockchains, voilà, tout le monde voit à peu près à quoi peut ressembler un jeu vidéo et ce qui n'était pas possible de faire. Par exemple, l'interopérabilité entre jeux vidéo, ça n'était pas possible. Avoir des objets dans un jeu qu'on utilise ailleurs, si le jeu il disparaît et qu'on avait acheté, je sais pas, je dis n'importe quoi, une épée magique, et ben l'épée magique elle disparaît, donc finalement on contrôlait pas grand-chose, hein. Et ben là, avec ces nouvelles technologies, on va avoir des nouveaux jeux vidéo où bah, ces épées que vous achetez, cet investissement finalement que vous faites pour acquérir des objets de jeu, et bien c'est une vraie propriété, ça a vraiment de la valeur. Et finalement, ça va vivre en permanence, c'est-à-dire que demain, vous jouez je dis n'importe quoi, mon petit gazon, et vous avez acheté un joueur de foot. Hein, je dis vraiment n'importe quoi, je ne joue pas à mon petit gazon. Donc, ne me trucidez pas si c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais voilà, si demain le jeu, il marche plus, mais que c'est un jeu Web 3, ce joueur de foot, on peut imaginer que vous l'utilisez sur Mon Petit Gazon numéro 2 ou Sorare, qui est une réelle licorne du secteur. Voilà, c'est toutes les nouvelles attributs de l'objet, on en a la propriété numérique directement. Donc, si on ne veut pas passer par un intermédiaire pour le conserver, c'est possible. Il va vivre en permanence une fois qu'il est émis. Il peut être interopérable, puisque les technologies blockchain publiques peuvent être interopérables entre elles. Voilà, tous ces nouveaux attributs font qu'on imagine une nouvelle façon de développer des usages numériques. Avant, on avait les technologies d'Internet et maintenant, on a les technologies du Web 3 qui nous permettent de faire beaucoup, beaucoup de nouvelles choses dans l'univers financier et c'est là où je voulais en venir aussi, dans l'univers non financier. Ensuite, je suppose que ce qui vous intéressera aujourd'hui, c'est plutôt la nouvelle finance grâce aux cryptoactifs, grâce aux technologies blockchain. Mais voilà, ce qui est important de savoir, c'est que finalement, ces nouvelles technologies, et ça permet peut-être de dédiaboliser un peu, elles sont utilisées. Voilà, j'ai parlé des jeux vidéo, mais le sport, le divertissement, l'immobilier, l'art, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses, beaucoup, beaucoup d'autres usages qui sont développés, qui sont peut-être moins développés qu'au demeurant. La finance est le premier à avoir trouvé un usage concret dans l'application technologique des blockchains et des cryptos. Mais aujourd'hui, on explore beaucoup et on explore tellement
alors c'était 10 avril, voilà, il y a 6 jours, la France a adopté un régime réglementaire pour, je vais vous en parler, ces nouveaux jeux vidéo Web3, parce qu'on a vraiment des champions en France déjà qui se développent dessus. On a de plus en plus de jeunes startups qui suivent et pour se développer, elles ont besoin d'un cadre adapté. Donc voilà peut-être pour une présentation un peu globale de ce que, voilà, si on prend Web3, crypto, blockchain, un peu à quoi on a affaire, en fait, un nouvel Internet où on peut lire, on peut écrire, mais on peut aussi avoir la propriété et contrôler la valeur que l'on émet et que l'on échange en ligne. Faustine, puis-je me permettre de vous interrompre juste 2 petites secondes? Bien sûr. Juste pour toutes les personnes qui ont un petit peu du mal, le Web 1, c'est tout simplement, vous allez sur Internet, vous consultez une information qu'on vous impose. Le C'est Web lire. 2, c'était l'époque des forums. Vous pouvez échanger avec d'autres personnes. Le Web 3, c'est toute application qui n'a plus besoin d'Internet. On va servir de votre connexion Internet pour lier des ordinateurs entre eux, mais on n'est plus l'obligation de passer par un navigateur Internet. Donc, pour ceux qui ont du mal à comprendre, le Web 1, on consultait des informations qu'on vous imposait. Le Web 2, c'est des échanges entre utilisateurs d'Internet. Le Web 3, on n'a plus besoin d'utiliser les navigateurs Internet. C'est plutôt des applications qui vont utiliser juste le câble Internet qui permet de nous lier les uns aux autres, mais on n'a plus besoin de navigateur Internet. Voilà. Pardonnez-moi, Faustine. Ok, alors je suis pas forcément à 100% d'accord, mais effectivement, Web 1, c'est lire de l'information, Web 2, c'est lire et écrire de l'information, Web 3, c'est lire, écrire, contrôler, avoir la propriété de l'information et aussi de valeur. Ensuite, je pense qu'il faut pas mettre en opposition Internet, et c'est pour ça que je présentais un peu les deux façons demain de voir Internet. C'est la façon, effectivement, on va décentraliser, et parce qu'on décide d'avoir ses actifs tout seul, de naviguer tout seul, on peut aller directement chercher des services auprès d'applications, mais et ça c'est une vraie réalité, surtout dans une perspective d'adoption massive. En fait, on a toujours un besoin pour l'utilisateur qui n'est pas encore sur les cryptos ou qui n'est pas forcément appétent à la technologie, des intermédiaires traditionnels ou des interfaces traditionnelles qui sont en fait des portes d'entrée vers ces nouveaux usages, ces nouveaux services d'investissement en crypto ou ces usages non financiers dont je pouvais parler. Donc les deux, en fait, le Web3, c'est deux possibilités, là où aujourd'hui on n'en avait qu'une, à savoir aujourd'hui pour avoir accès à ses actifs monétaires et financiers, bon, bah, il faut aller à sa banque, il faut aller chez son courtier. Demain, ça va continuer à exister, c'est juste qu'il y aura des nouvelles banques, entre guillemets, des nouveaux courtiers pour tout ce qui est cryptoactif, mais ce qui sera possible de faire, c'est de se passer de ces intermédiaires-là pour, par exemple, souscrire à un crédit, souscrire à une assurance, échanger de la valeur sur Internet. Donc, c'est deux alternatives qui vont exister là où aujourd'hui, on n'a que finalement l'intermédiation qui existe et qui est une modalité, voilà, d'acquisition ou de souscription à des services sur cryptoactifs. Donc, voilà pour, on va dire, Excuse-moi, Faustine, Christine me demande, mais quel est le rapport avec la propriété numérique et réelle? Alors, je ne comprends pas très bien la question. alors, il y a Christine, une si tu peux question. mettre ton micro. Quel est le rapport avec la propriété numérique et réelle? Tout NFT? simplement, pour moi, tout ça, c'est très subjectif. Donc, on n'a vraiment rien. Enfin, apparemment, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à récupérer leur actif numérique, Bitcoin, etc., en valeur réelle. Valeur réelle, pour moi, c'est l'euro, par exemple. Et donc, ça reste toujours très subjectif, tout ça, pour moi. Alors, il y a peut-être plusieurs questions, mais pourquoi on parle de propriété réelle? Et c'est pour ça que je mettais en évidence ces deux systèmes. C'est que aujourd'hui, vous pouvez avoir des cryptoactifs et souscrire à des services sur cryptoactifs, mais disons, on peut conserver ces cryptoactifs et donc en déléguer la conservation et le contrôle à un intermédiaire, tout comme un intermédiaire bancaire va détenir notre compte. Demain, pardon, aujourd'hui, si on veut des cryptoactifs et si on veut les conserver soi-même, on peut. On peut ouvrir un portefeuille que nous sommes les seuls dont nous avons le contrôle, auquel nous pouvons accéder et depuis lequel nous sommes les seuls à pouvoir initier des opérations. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de passer par un intermédiaire pour solliciter qu'un service soit réalisé
ou qu'une opération soit réalisée, voire attendre sa validation, mais on peut le faire nous-mêmes. Mais c'est vrai que le revers de la médaille, c'est que si jamais on perd son accès, on ne sait pas trop comment gérer euh, un portefeuille individuel et qu'on ne sait pas quoi faire d'une clé privée, qu'on la perd ou qu'on retrouve plus ses accès, et ben, il n'y a pas le service après-vente de la banque ou du courtier pour nous aider à retrouver nos actifs. Donc, il est possible d'avoir directement ces actifs, de les contrôler, de les conserver, d'initier toute opération dessus soi-même avec ces nouveaux portefeuilles. Et peut-être que vous avez entendu parler de, par exemple, Ledger, qui est une grande licorne française spécialisée dans la cybersécurité et une solution de conservation autonome de ses actifs. Ça, c'est Éric possible. Larchevêque. Et vous avez toujours des intermédiaires qui peuvent conserver pour vous. Donc en fait, les nouvelles banques ou les nouveaux intermédiaires financiers qui, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec cette responsabilité supplémentaire qui est la détention soi-même de ces actifs, bah, vous pouvez toujours avoir affaire à ces intermédiaires. Et quand on regarde, c'est un sondage qu'on a mené avec KPMG et Ipsos, on le mène tous les ans, mais il y a quelques semaines, on en a révélé l'édition 2024. Aujourd'hui, les Français, pour 2 tiers, ils préfèrent avoir recours à des intermédiaires, c'est-à-dire ils veulent que leurs actifs soient conservés auprès d'intermédiaires spécialisés parce que effectivement les banques aujourd'hui ne le font pas. Mais elles aimeraient beaucoup que les banques le fassent ou que les courtiers traditionnels le fassent. Et on a, je crois, c'était 15% maximum, hein, je crois qu'on est même plus près des 10% seulement, qui détiennent leurs crypto-actifs eux-mêmes avec des portefeuilles, c'est-à-dire indépendamment d'intermédiaires soit existants, enfin d'intermédiaires existants, soit traditionnels, on va dire, soit spécialisés. Donc on a quand même une appétence assez importante aujourd'hui des Français que l'on peut anticiper comme grandissante, parce que plus en plus de gens arrivant sur les marchés, on peut supposer que plus en plus de gens vont pas avoir envie de se prendre la tête avec des portefeuilles et vont vouloir déléguer cela à des intermédiaires. Et voilà, on a quand même toujours une confiance importante de la part de l'investisseur, le détenteur d'actifs, de crypto-actifs ici, auprès d'intermédiaires pour gérer le patrimoine que l'on veut avoir sur des crypto-actifs. Excusez-moi, juste, Christine, est-ce que votre question, c'est de savoir quel est le rapport qu'il y a entre les cryptos et le monde réel? C'était ça? Oui, Voilà. Alors, peut-être éventuellement d'expliquer que les crypto-actifs, c'est un peu comme des actions d'entreprise. Sauf qu'au lieu qu'il y ait une véritable entreprise derrière, vous pouvez effectivement avoir des actions sur des entreprises qui sont virtuelles. Donc, vous avez des actions qu'on appelle des tokens, c'est donc des crypto-actifs. C'est comme des actions. Il peut y avoir des actions pour un projet totalement virtuel qui n'existe pas. Ça peut être n'importe quoi, des jeux dans lesquels il y a des objets qu'on achète effectivement. Ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être aussi des choses réelles. Et il y a des crypto-actifs qui fonctionnent sur des entreprises, par exemple, qui vont gérer de l'immobilier. Et au lieu de vendre des actions, ils vont vous vendre des tokens, c'est-à-dire des crypto-actifs qui ressemblent un petit peu à des actions. Donc, entre le crypto-actif et le virtuel, ou entre le crypto-actif et tout simplement ce qui n'est pas virtuel, donc réel, le crypto-actif, c'est comme une action, tout simplement. Alors, et, euh, et donc moi, je peux juste préciser, parce qu'en fait, vous avez différents types de cryptoactifs, et on va distinguer les cryptoactifs qui ont une valeur totalement inhérente, qui vivent indépendamment de tout actif du monde réel, effectivement. Mais vous avez des actifs dont la valeur est aussi dépendante de certains actifs dans le monde réel. Donc, par exemple, si on prend Bitcoin, Ether, ce sont des cryptoactifs qui sont natifs des blockchains, qui vont vivre indépendamment. Et effectivement, derrière les fondamentaux que l'on peut connaître, les fondamentaux derrière des actions ou de la dette, bon, on ne les retrouve pas ici. Ça va être des choses assez différentes, mais rentrer dans la valorisation des cryptoactifs, c'est peut-être aller un peu loin pour commencer sur le sujet. Mais peut-être pour justement faire la distinction, il y a ces actifs cryptoactifs complètement natifs et vous avez des actifs qui vont représenter ou être dépendants d'actifs dans le monde réel. Par exemple, dans le monde du luxe, vous avez de plus en plus de cas d'usage grâce aux technologies blockchain, grâce aux cryptoactifs, où les actifs vont représenter des objets, des sacs, enfin, de la maroquinerie, du vêtement de luxe, et qui vont permettre le développement de solutions très efficaces pour la lutte contre la contrefaçon ou pour le suivi de l'ensemble de la chaîne de production, plus le marché secondaire, c'est quelque chose d'assez compliqué aujourd'hui pour les marques de luxe, par exemple, mais qui vous permettent de suivre
des produits bruts à l'échange derrière par les premiers, puis les seconds, puis les troisièmes acquéreurs de sacs à main qui vous permettent de suivre la vie de ce sac, plus de lutter contre la contrefaçon, parce qu'avec ce cryptoactif qui représente ce sac, par exemple, comme j'ai dit, voilà, un cryptoactif, c'est unique. Si vous l'envoyez, vous ne le détenez plus, donc vous êtes assuré de ce que vous représentez, que c'est bien cette chose et pas autre chose. Vous allez permettre, puisque vous associez votre sac à une crypto, parce que si jamais il y a un sac qui n'est pas associé à une crypto, qui vérifie son authenticité, bah, de pouvoir lutter contre la contrefaçon. Donc, par exemple, ça c'est un cas d'usage qui s'est beaucoup développé dans les maisons de luxe. J'ai parlé des sacs, les montres, etc. Et là, en fait, l'actif, il est totalement dépendant de ce produit qu'il représente dans la vie réelle. Et vous parliez des actions, il existe aujourd'hui des actions qui sont émises et échangées sur des réseaux blockchain. Il y a des expérimentations qui ont été favorisées en France et en Europe pour que les instruments financiers classiques qui ne sont pas aujourd'hui sur des supports technologiques blockchain puissent demain être sur des supports technologiques blockchain. Mais du coup, vous avez une représentation finalement blockchain de quelque chose qui existait déjà. Plus demain, on va imaginer que des instruments financiers seront nativement émis sur des blockchains avant d'être représentés numériquement d'une autre façon. Donc en fait, tout existe. Et c'est pour ça que valoriser ou trouver des fondamentaux derrière les cryptoactifs, ça va être vraiment très différent d'un actif à un autre, selon finalement la finalité qu'on a voulu lui apposer. Est-ce que ça a répondu à votre question? Bon, oui et non, ça reste très flou pour moi tout ça. Mais bon, j'ai pas l'âge. Non, ça Oui, c'est pas non, vrai. Je veux on- pas on- C'est vrai que c'est non, étant donné très abstrait, hein. C'est très si vous abstrait. permettez, je sais pas si on m'entend, du coup, étant donné que vous avez dit que c'était interactif, donc je me permets de me glisser dedans, vous me direz si on est d'accord ou pas. Mais c'est vrai que bon, je lisais Christine qui disait que voilà, blockchain, je connais le mot, c'est tout. Donc je pense qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus basique. Et à mon avis, quand on connaît juste le mot blockchain, ça veut dire qu'on doit connaître juste le mot Bitcoin. Et aujourd'hui, quand on connaît le mot Bitcoin, on s'en sert en termes de réserve de valeur et on imagine ça comme le fait de pouvoir payer avec des Bitcoins. Parce qu'aujourd'hui, sur la blockchain Bitcoin, on va pas avoir tous les usages qu'on peut avoir sur d'autres blockchains comme la traçabilité, les NFT, tout ce qu'on veut, même s'il commence à y en avoir aussi avec les ordinals et compagnie. Aujourd'hui, Christine, la question, c'est plus, j'ai mes bitcoins, j'entends des gens qui en ont, qui peuvent plus les récupérer, ou comment je fais pour les remettre en euros et pour payer avec, en fait. C'est un peu ça l'idée, non? Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que sur les bitcoins que vous allez conserver aujourd'hui, la problématique que vous allez avoir, c'est qu'en France, sur la plupart, donc on va dire 99% des commerces, vous n'allez pas pouvoir payer avec vos bitcoins pour payer votre resto, pour acheter votre sac, pour faire ceci, pour faire cela. Il y a certains pays, et très peu aujourd'hui, où vous allez pouvoir payer en bitcoin. Donc du coup, l'usage serait beaucoup plus concret pour vous dans la mesure où vous allez au McDo et vous payez avec des bitcoins. Aujourd'hui, en France, c'est pas forcément possible partout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bitcoins que vous avez stockés Là, chez Malvina vous. revient. C'est vrai que j'ai oublié de lui dire à Malvina. Ah, il y a pas de panique. Malvina est absente avant Euh, que je dise, donc ce sera supprimé. Excusez-moi, Madame Rigaudière, je crois qu'on Parce entend votre que micro en qui est plus, elle connecté. est partie ce mardi, donc je ne mets pas la main. Madame Rivolière, s'il vous plaît, vous pouvez. Ouais, super, merci. Donc l'application aujourd'hui, il y a deux possibilités. En fait, vous avez un Bitcoin, soit vous allez le mettre entre guillemets, on va dire à la banque. C'est ce qui correspond à tout ce qui est Excusez-moi, exchange central. Xavier, je pense Ouais. que si on parle que du Bitcoin, on va perdre tout le monde. Non, mais je pense pas parce que principe, Christine, c'est sa vraie parce que- question, mais sans rentrer dans les détails, en gros, Oui, je comprends là, je comprends bien. vous avez des bitcoins soit à la banque, donc les exchanges, on va pas rentrer dans le détail, soit vous les avez sur votre portefeuille numérique. C'est un petit peu comme si vous avez des billets dans votre portefeuille. Au final, c'est ça. Donc, si vous perdez votre portefeuille, vous avez perdu vos sous. Si vous perdez votre clé numérique, vous avez perdu vos bitcoins. Aujourd'hui, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de passer par, entre guillemets, la banque, l'exchange, qui va faire le changement en bitcoin en euros pour les renvoyer sur votre compte pour les utiliser, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est ça, ok. Donc c'est facile ça, maintenant. C'est pardon? Si on peut acheter un produit avec un Bitcoin, si le Bitcoin vaut, je sais pas, 55 000 euros, ça veut dire qu'il se décline en unités. Je sais pas, si je veux acheter un truc à 5 000 euros, je peux C'est vendre ou acheter un fractionnable. dixième de Bitcoin? Exactement. Oui, mais je ne savais pas qu'on pouvait facilement acheter avec du Bitcoin.
Bah non, on peut. Enfin, c'est assez compliqué aujourd'hui. Le Bitcoin n'est pas forcément Bah, un c'est pas fait moyen pour de ça, hein. paiement accepté partout et C'est surtout dans ça. les pays occidentaux. Ensuite, vous avez d'autres pays où c'est un usage qui est beaucoup plus usité que chez nous. Donc, je dirais en Europe, le Bitcoin, ça va plutôt être, comme Les vous disiez, réserves de valeur, hein. Casson, Ouais. un investissement pour diversifier son patrimoine. Dans l'étude qu'on a menée avec KPMG Ipsos, c'est ce qui relève du sondage qui est mené. C'est que les Français aujourd'hui qui veulent détenir des cryptoactifs, c'est davantage dans un objectif de diversification, c'est-à-dire que souvent les investisseurs en crypto sont déjà des investisseurs financiers. C'est très peu souvent des néo-investisseurs qui vont commencer par le Bitcoin ou les cryptoactifs en général pour développer un patrimoine financier. Donc après, effectivement, vous avez d'autres pays où vous pouvez acheter en Bitcoin, mais si on reste en Europe, ce sera pas forcément le cas. Non, Et c'est ça. en C'est une France, réserve de valeur plus que vous ça, malheureusement. vous n'avez pas le Bitcoin comme un moyen de paiement qui est vraiment usité. Mais c'est peut-être intéressant d'expliquer justement qui est le Français aujourd'hui qui détient et veut acquérir des cryptoactifs. Donc, pour commencer, vous avez aujourd'hui en France 12% des Français qui détiennent des cryptoactifs. Pour vous faire part de l'évolution, il y a 2 ans, c'était 8%, l'an dernier, 10%, et donc cette année, puisque le sondage Ipsos date du début d'année, on est à 12% des Français qui détiennent des cryptoactifs, ça fait environ 6,5 millions de Français. Donc on a une accélération d'année en année. Si on se positionne en Europe, c'est moins bien que les champions qui sont les Pays-Bas et le Royaume-Uni, où vous avez une détention autour de 18%, 17% de la population. Et on va se situer à peu près comme l'Italie et j'oublie toujours. On a une étude sur 5 pays, mais disons comme l'Italie et l'Allemagne, pardon, voilà, on est autour de 12 et 11%. Donc on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les moins bons. Par contre, on a des perspectives assez positives sur le fait que ce soit une adoption qui continue de croître. D'une part, parce que par rapport aux autres pays, en France, c'est le seul pays où l'adoption a positivement évolué depuis l'an dernier par rapport à ces autres États que je vous ai cités. C'est aussi là que le nombre de réfractaires à l'investissement en cryptoactifs a diminué, là où dans les autres pays, il a soit stagné, soit il s'est apprécié. Et c'est aussi en France qu'on a le nombre d'intentionnistes, c'est-à-dire de personnes qui expriment leur intérêt pour investir dans la crypto mais qui ne l'ont pas encore fait. C'est en France que ce nombre est le plus important par rapport aux autres pays. Donc on s'attend à ce que cette adoption continue finalement. Et ce qu'on peut voir, c'est que depuis 2 ans, elle s'est quand même relativement beaucoup appréciée. Ensuite, dans notre étude, on montre un peu, en fonction des différents types de cryptoactifs, quelle est l'évolution plus particulière. Si je prends, parce que peut-être que vous en avez entendu parler, les NFT, donc les jetons non fongibles, c'est là où l'accélération de l'adoption est la plus forte, puisqu'elle a été multipliée par 3 en l'espace de 2 ans. Donc, on en est là en France aujourd'hui. Qui est le Français qui détient de la crypto? Et bien, comme je le disais, c'est le plus souvent un investisseur financier, donc qui a déjà investi dans d'autres classes d'actifs et qui voit notamment dans le Bitcoin ou les monnaies en général un actif de diversification, une valeur refuge. C'est aussi, contrairement à ce que peuvent dépeindre les médias généralistes sur le crypto trader, c'est pas du tout un investisseur fou, irrationnel, un peu furieux. L'investissement moyen est inférieur à 5 000 euros et c'est moins de 10% de leur portefeuille qu'ils investissent dans les cryptoactifs. Donc on est Vous avez ces plutôt informations sur quelles études, hein? la nôtre avec Ipsos et D'accord. KPMG qu'on a révélé il y a quelques semaines. Parce que vous avez quand même 2 tiers des cryptos qui sont uniquement que de la spéculation et en général sur du short. Donc, c'est pour Et ça que c'est intéressant. oui, oui, mais c'est pas contradictoire à la limite. Enfin, pourquoi par rapport au fait que les Français investissent moins de 10%, qu'est-ce que ça... Non, non, sur le fait justement qu'il y a beaucoup de cryptos qui sont principalement pour de la spéculation et pas uniquement que pour de la réserve de valeur. Les principales sont pour de la réserve de valeur, mais la plupart aujourd'hui des cryptos sont sur de la spéculation. Et d'ailleurs, on vient de le voir puisqu'il y a eu un short avec une réduction de plus d'1 milliard d'euros, pas milliard de dollars, pardon, de pertes dans la liquidation. Donc, on voit qu'il y a quand même Après, aussi c'est ce beaucoup de que je cryptos. disais tout à l'heure, Grande un peu, majoritairement des Ouais, cryptos mais sont de la les marchés spéculation. dérivés en ça va France, ils être, sont pas accessibles des normalement actifs en théorie pour tous les. Ben, vous avez quand même des et exchanges vous comme avez raison, Binance qui est là. Non, mais monsieur Binance, vous Castan, pouvez pas shorter sur Binance si vous êtes en Ah France. si, 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 je short moi. Sur Binance, Ah oui, clairement, oui. avec un KYC français? Ah tout à fait.
Non, c'est pas possible. Pourtant, effectivement, malheureusement, m'a déconvenu, j'ai shorté, j'ai perdu. Sur Binance, les futurs et les margins également ont été retirés depuis au moins 2 ans et demi, 3 ans pour les Français. Non, il suffit simplement de prendre une adresse IP qui soit à l'étranger. Ben, vous avez changé un VPN, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas un KYC français alors. Le Vous KYC avez mis un français. VPN, c'est ça? On va simplement sortir un petit peu la discussion, mais non, il y a effectivement avec le VPN, mais le KYC est Avec le français. VPN, mais parce que je pense qu'après, le français, on va dire moyen, qui investit 3 à 5 000 euros sur la crypto, déjà, c'est même pas ce que c'est un short ou un long. Et à mon avis, il va pas utiliser les effets de levier et les futurs sur Binance, encore moins. Donc, je pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui soient concernés sur des néophytes, on va dire. Après, effectivement, tout le marché, on va dire trading futur et compagnie, moi aussi, je suis dedans. J'utilise pas forcément Binance parce qu'au niveau du KYC, c'est plus compliqué. Mais je pense que là, on parle chinois pour beaucoup de gens. Donc, Oui, c'est pour je ça suis qu'on va pas sûr que passer à ça autre les chose. concerne énormément. Est-ce Non, c'est que, simplement juste pour dire qu'il y avait des cryptos qui n'étaient pas uniquement que du refuge de valeur. Il y a beaucoup de cryptos qui Aujourd'hui, marchent très bien. le marché crypto aujourd'hui, c'est le Far West. De toute façon, on est d'accord, hein. On va C'est pas se ça, c'est ça. mentir. Il y en a certains qui gagnent de l'argent, il y en a beaucoup qui en perdent. Alors sur les futurs, il y en a encore plus. Mais aujourd'hui, on est sur un marché qui est quand même très très jeune, sur lequel il y a beaucoup de choses qui se développent, qui sont formidables, et d'autres qui sont très scammées, comme on dit, on va dire assez. Il y a pas mal d'arnaques, hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui, il faut arriver à tirer son épingle du jeu, et il y a un ménage qui se fait aussi naturellement au fil des années, au fil des cycles qu'on peut avoir sur la crypto, Une qui fait question qu'il y que en a tu beaucoup qui posais, apparaissent et qui disparaissent, quoi. une on va question que tu revenir un posais, peu sur le Jérôme. sujet, parce que là, vous commencez à parler chinois tous les deux. Désolé, Ah, mon ami désolé, Olivier. pardon. Non, juste une dernière J'ai chose, Jérôme. Tout à l'heure, tu posais une question sur savoir s'il y avait effectivement un rapport avec les courtiers. Et il y a un courtier qui est un courtier israélien qui s'appelle eToro, par exemple, qui est très connu dans le monde du courtage, notamment pour les cryptos. Et il avait annoncé, justement, pour venir à ce qu'on nous était en train d'indiquer, que parmi les primo-actifs, 82% aujourd'hui connaissaient des pertes. Donc 82% des primo-actifs aujourd'hui sur, non pas des exchanges, mais eToro, par exemple, qui est un courtier, c'est de la perte d'argent. Donc, c'est vrai que les cryptos, c'est pas uniquement que des réserves de valeur. C'était juste pour faire cette parenthèse. On va laisser la parole à Faustin. J'ai une petite question. Est-ce que le cours de ces crypto-monnaies correspond à l'offre et la demande ou c'est manipulé ou... Alors, bah, enfin, un marché qui fonctionne comme un marché, mais je pense que, parce que, enfin, ce qui m'embête, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites et sur lesquelles j'aimerais bien revenir et qui est important comme information à fournir, parce que effectivement, d'une part, la technologie, blockchain et le Bitcoin et tout ce qui est né derrière avec le Web3, c'est très récent. C'est effectivement une quinzaine d'années. Donc, bien sûr, c'est des technologies qui ont été usitées, où il y a eu des explorations, et je suis d'accord, des explorations plus ou moins vertueuses, des fraudes qu'on a connues. Mais de un, c'est jeune et donc ces explorations dans le cycle de l'innovation, c'est relativement normal. De deux, la réglementation est venue extrêmement tôt par rapport à ce secteur qui est extrêmement jeune, qu'on a réglementé au bout d'une dizaine d'années, alors qu'on réglemente les GAFAM, ça fait une trentaine d'années qu'ils sont tranquillous. Et justement, c'est cette réglementation que l'on ne connaît pas. Et donc, il est très facile à la fois de trouver un intermédiaire, si c'est ce mode de détention que l'on souhaite avoir, qui peut faire le tri, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de cryptoactifs. Il y a des cryptoactifs qui sont des crypto-monnaies qui servent de valeur refuge. Il y a des NFT dont on a parlé, qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés pour d'autres choses, notamment accéder à ces jeux vidéo, à des avatars personnels, etc. Il y a des stablecoins qui sont des actifs pas du tout relatifs. On parlait de l'euro tout à l'heure. Euh, Madame faisait l'évoquer, mais il y a des représentations de l'euro sur les blockchains. Donc aujourd'hui, quand on ne sait pas s'y retrouver, on a des intermédiaires de confiance qui font eux-mêmes le tri dans les milliers de cryptoactifs qui existent. Effectivement, il y en a qui sont créés un peu tous les jours, qui sont simplement là pour la spéculation et qui disparaissent aussi vite que ça. Mais si vous avez affaire à un intermédiaire expert et qualifié, ce tri dans les cryptoactifs dans lequel il est intéressant d'investir, il est fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir vers qui se tourner. Parce que hormis le scénario dont je parlais où vous décidez vous-même d'avoir votre portefeuille et d'explorer tout seul, il y a aujourd'hui des intermédiaires, des plateformes, des conservateurs, des courtiers qui existent et qui répondent à cette demande, à ces 12% de Français, parce que cette demande, ce ne sont pas les intermédiaires traditionnels, les banques, les intermédiaires financiers qui y répondent. Dans notre sondage, ce que l'on montre année après année, c'est que les Français préféreraient largement passer par leur banque ou leur intermédiaire de confiance depuis de longues années pour acquérir des cryptoactifs, pour les conserver, sauf que ce n'est pas du tout quelque chose qui leur est proposé. Et donc,
forcément, ou des fintechs, vous parliez de eToro. Aujourd'hui, les deux modes d'acquisition ou de souscription à des services sur cryptoactifs, c'est ces nouveaux intermédiaires que je vais appeler PSAN à partir de maintenant, prestataires de services sur actifs numériques. C'est le statut juridique qui est en place en France depuis 2019. Ou ces acteurs de la fintech, le plus connu en la matière, c'est Lydia, qui s'est associé justement à PSAN. Et via Lydia, si vous avez une cagnotte ou si vous avez des sous sur votre Lydia, vous pouvez investir dans les cryptoactifs par ce biais-là. Donc, ce qui est important de connaître et ce qui peut être important de donner comme information si on vous approche avec cette question, comment je fais pour aller de façon sécurisée sur les marchés de cryptoactifs? En France, on a réglementé les marchés de cryptoactifs depuis 2019. C'est des débats qui dataient de la loi Pacte, où depuis 2019, on encadre à la fois les marchés primaires et les marchés secondaires de cryptoactifs. Donc, l'émission de cryptoactifs et les services de conservation, d'échange de cryptoactifs, soit contre d'autres cryptoactifs, soit contre de la monnaie à cours légal, les plateformes d'échange et un certain nombre d'autres services que vous connaissez très bien, puisqu'ils sont très inspirés de la réglementation financière traditionnelle, la réception transmis d'ordre, la gestion de portefeuille, le conseil, etc. Donc la France a réglementé depuis 2019, et donc aujourd'hui, vous avez une liste blanche qui est tenue par l'autorité des marchés financiers, puisque ces PSAN dont je parlais, ils doivent s'enregistrer auprès de l'autorité des marchés financiers. Et il y a un contrôle par l'ACPR du dispositif en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que ces acteurs doivent mettre en place, à savoir le même que toutes les autres entités assujetties. Et donc l'AMF tient une liste blanche de ces intermédiaires qui sont régulés en France et qui ont le droit d'exercer leur activité auprès du marché français. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100, je crois que c'est exactement 100 CIPSAN qui sont enregistrés. Et donc, le premier conseil qu'il faudrait donner à quelqu'un qui veut explorer les marchés cryptoactifs, c'est déjà de chercher un intermédiaire de confiance dans cette liste. C'est une réglementation française qui existe depuis plusieurs années. La problématique, c'est que ce n'était pas une réglementation harmonisée. Donc, effectivement, notamment des acteurs étrangers faisaient au début souvent l'économie, même si on peut citer que toutes les grandes plateformes quasiment aujourd'hui sont enregistrées sous la réglementation française. Je pense à Coinbase, Binance, Crypto.com. Mais cette réglementation franco-française, elle a été promue par la France, qui a une approche très positive du Web3, pardon, et elle sera en application à la fin de l'année. Donc, c'est peut-être un acronyme que vous avez rencontré qui s'appelle, c'est MiCA pour Markets in Crypto Assets. Ça ressemble beaucoup à Markets in Financial Instruments, MiF2, que vous connaissez certainement beaucoup plus, mais c'est le nom du règlement européen, donc le règlement MiCA, qui va venir au niveau européen harmoniser les exigences à l'encontre de ces PSAN, ces prestataires de services alors on va les appeler cryptoactifs avec la terminologie européenne, c'est PSAN, c'est PSCA, c'est la réglementation européenne qui demain vient harmoniser toutes ces réglementations dans toute l'Europe. Et MiCA, c'est très très inspiré de MiF2, de MAR, abus de marché, et pour les stablecoins dont je parlais, de la réglementation sur la monnaie électronique. Donc, à partir de la fin de l'année, 30 décembre 2024, en Europe, vous aurez en application le règlement MiCA. Et donc, tout intermédiaire de marché, tout PSAN ou PSCA qui voudra exercer son activité en Europe devra respecter MiCA et se conformer et demander une autorisation auprès d'une autorité nationale. Donc, en France, ce sera l'AMF. Et voilà, donc d'une façon très classique par rapport à un passeport européen, quand on met en place une réglementation européenne, les acteurs doivent déjà se préparer à la mise en place de la réglementation européenne. Donc voilà le paysage réglementaire, on va dire de façon très, très, très simplifiée. Donc on n'est pas sur le Far West dont on a pu entendre parler. Et surtout, je pense que c'est de l'information qui manque quand on a des investisseurs qui s'y intéressent. Et dans notre étude, c'est ce qu'on montre, c'est qu'on a plus de 80% des Français qui ont choisi, parce que c'est une pédagogie que l'association fait beaucoup depuis plusieurs années, qui ont choisi leur intermédiaire parce que celui-ci est réglementé en France. Donc il y a un vrai besoin aussi pour l'adoption, pour la confiance dans les marchés, que l'on promeuve l'existence de cette réglementation. Alors je vois la question sur le conseil. Aujourd'hui, si on prend la réglementation française, en tant que conseiller, que CIF, vous n'avez pas, au titre de cette réglementation qui a été mise en place en 2019, d'interdiction d'aller sur les cryptoactifs, en réalité. Ensuite, demain, au niveau européen, si vous voulez conseiller sur les cryptoactifs, il vous faut demander une équivalence avec MiCA. Il y a des équivalences qui ont été mises en place entre les services d'investissement traditionnels
et les services équivalents sur cryptoactifs. Donc, si vous êtes un conseiller, un CIF traditionnel, vous pouvez demander au titre de MiCA une équivalence pour exercer ces mêmes services sur cryptoactifs. Donc ça, c'est un bénéfice que vous avez par rapport à des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs des marchés de cryptoactifs qui vont devoir se mettre en conformité avec l'ensemble de la réglementation. C'est normal, il n'existait pas de réglementation européenne au demeurant, mais le choix a été fait au niveau européen de faciliter l'accès aux acteurs traditionnels au marché de cryptoactifs par la mise en place de ces équivalences. Une question taquine de Jean-Serge pour toi, Faustine. Vous êtes très documenté et semblez parfaitement maîtriser votre sujet. Quelle est votre formation? Alors, déjà, tu pourrais nous dire un mot sur la dent, peut-être, sur Oui, l'association? je vais pas commencer par là. Alors, je suis présidente de la DAN, mais effectivement, avant d'aller sur le Web3, sur les cryptoactifs, j'ai une formation de finance. Je suis diplômée de la Sorbonne en banque finance il y a quelques années déjà. J'ai travaillé à l'AMF en premier et ensuite à l'AMAFI, l'Association française des marchés financiers, où j'ai beaucoup bûché sur MIF, sur EMIR, sur CRD, sur MAR, etc. J'ai coécrit à l'époque un livre sur MIF 2 avec mon directeur de l'époque et deux autres collègues de la MAFI. J'ai découvert les cryptoactifs à ce moment-là, donc je me suis spécialisée en intégrant une grande entreprise du secteur qui s'appelle Consensus, peut-être que certaines personnes connaissent, pour continuer à suivre le débat réglementaire que j'avais commencé à suivre sous la MAFI, que j'ai continué à suivre chez Consensus, et j'ai cofondé la DAN en 2020. En même temps que j'ai sorti un premier livre sur le droit des cryptoactifs et de la blockchain que je mets actuellement à jour avec toutes les évolutions réglementaires européennes, puisqu'il y a des évolutions très très rapides et très très nombreuses. Donc avec une énorme demande de mieux comprendre ce qui arrive, parce qu'il y a de la réglementation et ça c'est important de le souligner. Et la mission de la dent, alors, en deux mots? Alors la DAN, c'est une association Voilà. professionnelle. Non, je ne suis pas susceptible. C'est une association professionnelle où nous représentons les acteurs du Web3, c'est-à-dire toutes les entreprises qui vont avoir envie de développer des cas d'usage en Web3. Donc intuitivement, on pense forcément aux jeunes startups, aux nouveaux entrants, donc voilà, des nouveaux acteurs dont l'activité première et native, c'est de développer sur le Web3. Et en fait, de plus en plus, vous avez des acteurs traditionnels qui, en fait, se saisissent de ces innovations technologiques parce que, comme je vous le disais en introduction, finalement, ce sont des nouvelles technologies. Donc, derrière, on en fait ce qu'on en veut. Et vous avez quelques précurseurs qui sont ensuite devenus membres de l'association parce que, justement, ils exploraient. Donc, je pense à PMU, je pense à Casino, je pense à BPCE, Odo BHF, Société Générale, la Banque de Lubac et compagnie, Moody's, Mastercard, donc des noms que vous connaissez mieux que les nouveaux acteurs, mais qui sont membres de l'association parce qu'ils explorent, parce que ce sont, on va dire, des précurseurs, et parce qu'ils ont compris que finalement, ces innovations technologiques, on peut s'en saisir qui que nous soyons et qu'on a même un avantage quand on est un grand acteur plutôt qu'une jeune start-up. Donc aujourd'hui, l'association représente 200 entreprises parmi ces jeunes start-up, parmi ces plus grands acteurs traditionnels. Et on les représente pour porter leur voix. Donc, on va beaucoup participer au débat réglementaire. On va faire beaucoup de pédagogie, comme c'était le cas aujourd'hui. Et merci, Géraud, d'avoir donné l'opportunité sur ce qu'est le Web3, ce qu'est le secteur, comment il est encadré, quelles sont les évolutions à venir. Et on va tout mettre en œuvre pour lever un certain nombre d'obstacles au développement du secteur. Parce qu'aujourd'hui, à titre d'exemple, pour une entreprise du Web3, c'est très compliqué d'ouvrir un compte bancaire en France. Il y a encore énormément d'établissements de crédit français qui refusent de contracter avec des entreprises du Web3. Les compagnies d'assurance ne se mettent pas du tout à l'ère numérique et donc ne développent pas de nouveaux produits qui sont essentiels pour que les acteurs se mettent en conformité avec la réglementation, des nouveaux produits qui permettent de couvrir ces nouvelles activités sur cryptoactifs. On a encore beaucoup de craintes du côté des investisseurs français et européens pour financer ces nouvelles entreprises. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, elles sont principalement financées par des fonds américains, ce qui pose des questions en matière de souveraineté notamment. Donc, l'ensemble des obstacles que rencontre le secteur, notre mission, c'est d'arriver à les lever. Et donc, nos interlocuteurs sont les pouvoirs publics, évidemment, gouvernement plutôt côté ministère de l'économie et des finances et secrétariat d'État au numérique, Trésor et DGE, Direction générale des entreprises pour l'administration, bien sûr les parlementaires, les autorités de régulation, AMF, ACPR, Banque de France,
depuis très longtemps, et nouvellement l'Autorité nationale du jeu, par exemple, parce que je vous parlais de cette réglementation des jeux Web3 qui se met en place. Et l'ADAN est établie à Paris et à Bruxelles, puisque bien sûr, nous sommes une association à rayonnement européen. Et donc, on est aussi évidemment en lien avec les institutions européennes, puisque la réglementation européenne, qui se construit actuellement, c'est un sujet qui nous mobilise énormément, qui nous prend beaucoup de temps. Voilà. Bien, 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 bien. On arrive à la fin de ce webinaire. C'est passionnant, c'est passé très, très vite. Et donc, je résume. Si je veux acheter des bitcoins, enfin, des cryptos, on ne va pas se cantonner à bitcoin, je vais sur le site de l'AMF où je vais voir la liste blanche des plateformes qui ont reçu le sésame, comme Courtosia a reçu son sésame de la CPR. Et voilà, n'allez pas vous jeter dans les bras de n'importe quelle plateforme. Allez sur l'AMF pour voir la liste blanche. Un petit mot également sur la fiscalité des Milcom, on en avait parlé au CCSF l'année dernière. Je peux peut-être dire un mot là-dessus parce que c'est assez précis quand même, hein. Il faut que chaque ligne, soit achat-vente, soit répertoriée. En une minute, peut-être, pour terminer, Faustine. Alors, en une minute, mais je donne aussi mes coordonnées parce qu'effectivement, si les échanges peuvent être poursuivis avec grand plaisir, donc je vais partager mon mail dans le chat. Effectivement, en même temps que la loi Pacte, il y a eu des discussions particulières sur la fiscalité des cryptoactifs. Donc aujourd'hui, les plus-values sur cryptoactifs sont taxées au PFU avec une assiette je sais plus, c'est 300 et quelques euros pour non imposés. Et nous avons beaucoup de propositions d'ajustement de la fiscalité, puisqu'il y a encore pas mal de travail à faire. Mais effectivement, en une minute, ça va être compliqué. Mais on a fait un article sur la fiscalité des cryptoactifs sur notre site internet si vous voulez regarder. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Un grand merci. Il est 3 heures. On va être obligé d'interrompre parce que Faustine a un autre rendez-vous qui s'enchaîne. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça va peut-être vous donner envie de vous lancer là-dedans. Merci beaucoup, Faustine. Courtensia est très heureuse de vous avoir présenté ce webinaire. Il sera disponible là encore sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet courtensia.fr. Si besoin, pourquoi pas refaire un webinaire de ce type à l'automne. On verra si l'actualité l'exige. Merci à tous. On reste disponible, courtensia.fr, Sabine qui est là, moi-même. À très bientôt et passez tous une belle fin de semaine. Au revoir. Merci. Merci, Très au bonne journée. revoir. Au revoir. Au revoir, merci Au beaucoup. revoir, merci. Merci.